C'est notre rendez-vous du week-end. Oh là là, vous les voyez à l'image, c'est magnifique. Une semaine dans le monde, l'actualité vue par nos éditorialistes et nous accompagne ce soir. Je vous les présente. Rina Bassis, que vous voyez assez peu sur ce plateau. Bonsoir Rina. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes correspondante de la radio publique israélienne, rédactrice au journal américain Al Monitor. Vous avez aussi été diplomate. Ziad Limam est à côté de vous. Bonsoir Ziad. Bonsoir. Directeur du mensuel Afrique Magazine. Antoine Mariotti nous accompagne. Bonsoir Antoine, chroniqueur international à France 24 et à côté de vous. Laure Simoès, bonsoir Laure, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Alors, voyons ce qui va concentrer notre attention ce soir. Alors, il y a évidemment ce rapport de force entre le gouvernement Netanyahou et les chancelleries occidentales. Après l'assassinat de 2 de ses diplomates à Washington, le chef de la diplomatie israélienne a accusé les pays européens d'incitation à la haine. En cause, cette condamnation ferme un peu plus tôt dans la semaine de plusieurs pays face aux, je cite, actions scandaleuses du gouvernement de Benjamin Netanyahou dans la bande de Gaza. De plus en plus de civils sont tués en Ukraine, loin de la ligne de front, et ce alors que les efforts diplomatiques sont intenses. Est-il possible de sortir de cette impasse? Donald Trump est-il en train de lâcher la médiation? Il s'est entretenu avec Vladimir Poutine au téléphone cette semaine et il a plutôt été question de relations commerciales que de cesser le feu. L'Ukraine pourra continuer à compter en revanche sur le soutien militaire de la Roumanie après la victoire du libéral Nicu Jordan, une victoire qui a fait l'effet d'une surprise improbable tant il avait de retard sur son adversaire Georges Simeon. Ce dernier du coup conteste les résultats et dénonce des ingérences notamment de la France, ce qui a fermement démenti le Quai d'Orsay. C'est ce que nous allons aborder dans un instant. Mais avant cela, la situation dans la bande de Gaza, cette offensive israélienne qui dure depuis plusieurs jours, plusieurs semaines de manière très intensive. Nous égrenons chaque jour le nombre des morts dans le territoire palestinien, et ce malgré les avis d'évacuation lancés par l'armée israélienne, car pour reprendre ses mots, elle opère avec force dans ces zones de combat et va considérablement étendre son activité militaire. Mais rien n'arrête le Premier ministre israélien, pas même l'indignation collective exprimée cette semaine par le Royaume-Uni, la France et le Canada. Au contraire, les Occidentaux sont accusés d'incitation à la haine et, je vous le disais en titre, tenus pour responsables de l'assassinat de 2 diplomates israéliens à Washington jeudi. Je vous propose d'écouter Benjamin Netanyahou. Ces 3 leaders ont effectivement déclaré vouloir que le Hamas reste au pouvoir. Ils veulent qu'Israël baisse les bras et le Hamas survivra, se reconstruira et recommencera le massacre du 7 octobre encore et encore. C'est ce que le Hamas a prévu de faire. Je le dis au président Macron et au Premier ministre Carney Starmer. Quand des meurtriers de masse, des violeurs, des tueurs de bébés, des kidnappeurs vous remercient, c'est que vous êtes du mauvais côté de la justice. Rina Bassis, je me tourne tout d'abord vers vous. On l'entend, une crispation de Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce que ces condamnations signifient pour lui ? Je crois qu'il y a tout simplement une crise maintenant diplomatique qui était peut-être sous la table jusqu'à maintenant. Là, cette crise ouverte, publique, pour tout le monde à voir, entre d'un côté le gouvernement de M. Netanyahou, parce que M. Netanyahou a dit très clairement depuis en fait début mars que les négociations pour arriver à un accord qui va avoir un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages, Israël va les conduire sous le feu. Il n'y aura plus cette situation qu'on a vue avant où Israël a arrêté d'une certaine façon, pleine ou pas pleine, ses opérations militaires dans la bande de Gaza pour négocier indirectement avec le Hamas. Donc là, on voit cette volonté de M. Netanyahou. Ça, c'est lui qui dit qu'il va continuer cette opération pour mettre la pression militaire sur Hamas pour arriver à un accord. Mais il dit aussi sa volonté, justement, que l'armée israélienne va rester dans certaines parties de la bande de Gaza jusqu'au moment où il va éradiquer la présence des militants de Hamas. Donc, on a cette position d'un côté, on a la position européenne avec le Canada, avec la Grande-Bretagne, avec d'autres pays qui ont décidé maintenant de sortir tous les grands moyens, si vous voulez, de dire qu'il faut que tous les humanitaires entrent dans la bande de Gaza. Et là, ça heurte
et de façon qui est très difficilement réconciliable. Il y a quand même, il faut préciser, peut-être une toute petite, je dis toute petite lueur d'espoir ce soir, parce que la presse israélienne, en tout cas, publique dès ce dimanche cette société américaine un peu inconnue pour nous tous, que l'administration Biden a chargé justement de proposer... Trump, oui. Voilà, pardonnez-moi, bien sûr, lapsus, et que l'administration Trump a chargé d'administrer cette aide d'acheminer l'aide humanitaire. Cette ONG va commencer justement avec ce projet ce dimanche, avec 4 centres de distribution de l'aide humanitaire. On va voir si ça marche ou pas. Mais on le rappelle, c'est que l'ONU ne soutient pas ce projet-là, puisqu'il est vraiment, il vient d'un État de manière unilatérale. Ziad, ces condamnations occidentales plus fermes que les précédentes, puisque là, on parle de mesures concrètes, d'accords commerciaux qui sont remis en cause, c'est un peu plus ferme. Est-ce que ça porte un espoir, selon vous ? Bon, c'est une évolution assez tardive dans la parole, je veux dire, dans l'expression publique et politique, mais qui, à mon avis, est à la fois le résultat de la tragédie de ce qui se passe à Gaza et qui se voit et qui impacte les opinions publiques de ces pays de manière progressive. Et aujourd'hui, on est sorti... décalage, d'ailleurs, entre aujourd'hui, on est sorti de l'affrontement pro-israélien, pro-palestinien, des milieux concernés, j'allais dire, qui se sont écharpés pendant des mois. Et là, Gaza devient un sujet d'opinion générale et qui quand même a un impact. Et donc, je pense que ça joue politiquement. Avant, c'était limité dans ce qu'on a appelé les Sud globaux, mais il y a très longtemps que les Sud globaux ont rompu avec Israël d'une certaine manière. Mais là, maintenant, ça se joue dans les opinions publiques occidentales. On l'a vu aussi, on en parlait un peu avant l'émission, ça s'est joué aux États-Unis sur les campus. Enfin, donc, il y a une vraie discussion. Et le fait, les images qu'on voit maintenant qui tournent, qui circulent, etc., c'est une tragédie qu'on a du mal à accepter. Et on ne comprend pas aussi, et je pense que c'est ça qui irrite beaucoup les pouvoirs de Londres, le Canada, la France et d'autres, c'est qu'on ne comprend pas le endgame. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent une fois qu'ils vont conquérir la bande de Gaza, pour faire quoi? C'est-à-dire on va mettre des soldats israéliens, on va la garder combien de temps? Comment on va gérer cette population de 2 millions d'habitants? Comment on va gérer ces ruines? Comment on peut justifier à une opinion publique la mise sous blocus alimentaire? Quand même, c'est quand même une étape, on est au-delà de la guerre, là. C'est quand même des choses extrêmement brutales. Et donc ça, je pense que ça a fait basculer des gens qui sont d'habitude extrêmement prudents. Et comme je l'ai dit aussi sur ce plateau il n'y a pas très longtemps, il y a une clé qui est à Washington. Est-ce que c'est ça qui peut faire bouger le dossier? C'est-à-dire que si Trump décide que ce qui se passe, c'est trop, dans son esprit à lui, qui n'est pas toujours lisible, s'il décide que c'est trop, est-ce qu'il a la marge de manœuvre pour faire cesser quelque chose ou faire bouger le dossier pour que ça aille vers la sortie, au moins vers un cessez-le-feu et la sortie de la guerre absolue? Parce que là, c'est la guerre absolue. Là, Antoine, dans tous les cas, sa porte de sortie, c'est l'aide humanitaire qu'évoquait Rina, c'est-à-dire cet apport par une société privée qu'il met en place. Et donc, il se voit peut-être comme le sauveur qui vient aider cette population qui a tant besoin de tout. Sauf qu'il va falloir quand même une quantité d'aide humanitaire absolument colossale pour pouvoir paraître comme un sauveur dans la situation. Parce que avant le 7 octobre, on était à peu près à 500-600 camions qui entraient chaque jour dans la bande de Gaza pour des biens alimentaires notamment, etc. Le premier jour de la reprise de l'aide humanitaire, il y en a eu 5. Il y en a eu 90, 94, je crois, hier. Donc on est à peu près autour d'une centaine. Alors que les besoins sont évidemment colossaux et 1000 fois plus importants qu'ils ne l'étaient avant. Surtout qu'il y a eu quand même 2 mois à peu près de blocus total, donc avec des... Moi, je parlais encore avec quelqu'un qui est dans la bande de Gaza qui me disait, bon, est-ce qu'on a suffisamment? Non, on arrive à survivre avec. Et voilà, il y a des situations qui sont différentes au sein même d'ailleurs de la bande de Gaza. C'est pas un seul bloc, mais on voit bien que la volonté du gouvernement israélien aujourd'hui est de dire on va organiser des zones de distribution d'aide, mais au sud, donc on va déplacer tout le monde, ce qui est encore un déplacement forcé de population, donc ce qui pose aussi un problème à ce niveau-là. C'est sur ce genre de questions où les Européens ont dit d'ailleurs dans leur communiqué cette semaine, pas que les Européens, il y avait le Canada, qu'ils estimaient que
on était sur la corde raide. Est-ce que Israël viole ou pas le droit international? Certains estiment que oui. Ces pays-là, France, États-Unis, Royaume-Uni, d'anciens dirigeants israéliens, on va en Canadiens, parler, qui le considèrent, qui commencent à le considérer. Oui, bien sûr. Et puis il y a les faits, il y a les mots. Le sonore, l'extrait qu'on entendait de Benjamin Netanyahou tout à l'heure, il dit quand même une contre-vérité. Il dit quelque chose qui n'est pas vrai. Quand il dit que Mark Carney, Premier ministre canadien, Keir Starmer, Premier ministre britannique, Emmanuel Macron, président français, veulent que le Hamas reste au pouvoir, ils n'ont évidemment jamais dit ça. Et ils ne le veulent absolument pas. Ils estiment tous les trois, comme bien d'autres, que c'est une organisation terroriste. Et voilà. En revanche, ce qu'ils demandent, c'est qu'il n'y ait pas de massacre à Gaza, qu'il n'y ait pas de famine à Gaza, qu'il faille enfin mettre un terme à ça, parce que là, on parle d'une opération militaire avec une volonté même de ce gouvernement israélien d'occuper l'ensemble de la bande de Gaza. Maintenant, ce sont les mots du Premier ministre Benjamin Netanyahou cette semaine, mais sauf que l'opération militaire, on a vu depuis le début, malheureusement, et c'est tragique parce qu'on oublie qu'il y a des otages qui sont encore dans des tunnels sous ce déluge de bombes aussi, en plus de la population de Gaza, et que les opérations militaires n'ont pas permis d'avoir des libérations d'otages. Il y en a eu quelques-uns à la marge, il y a eu quelques petites opérations commando. L'immense majorité des libérations d'otages ont été faites au moment où il y a eu des négociations, que ce soit là en début d'année ou que ce soit un mois après le 7 octobre. Mais il y a des membres de ce gouvernement, les plus à droite, qui ont dit d'ailleurs ouvertement dans la presse que ce n'était pas la priorité, que la priorité c'était la destruction du Hamas. Rina, on a entendu, je crois que c'est la première fois d'ailleurs dans la classe politique israélienne, des critiques concernant ce qui se passe là. Je pense à Yair Golan, qui s'est immédiatement fait taper sur les doigts, si je puis dire, par Benjamin Netanyahou et une grande partie de la classe politique, puisqu'il a, je reprends ses déclarations, dénoncé ces soldats qui tuent des bébés par passe-temps. J'évoquais tout à l'heure, quand Antoine parlait, Ehud Olmert, qui lui s'est exprimé dans une interview à la BBC et qui a dit que ce qu'Israël fait maintenant dans la bande de Gaza est proche d'un crime de guerre. Est-ce qu'on a des dirigeants israéliens qui commencent à correspondre peut-être davantage à ce qu'exprime aussi l'opinion publique israélienne ? Bon, d'abord, certes, la déclaration de Yair Golan a fait beaucoup d'écho, mais je dirais que ce n'est pas du tout la première fois que l'opposition, lui ou d'autres dirigeants de l'opposition qui se sont exprimés contre la politique de M. Netanyahou. Et d'ailleurs, il ne faut pas juste aller voir ce que les dirigeants disent. Vous regardez toutes les manifestations depuis le 8 octobre presque, où des dizaines et même des centaines de milliers d'Israéliens sont sortis dans la rue pour dire à M. Netanyahou qu'il faut changer de politique. Notamment les familles d'otages, d'ailleurs. Pardon de vous couper. Surtout, d'abord, les familles des otages qui craignent pour leurs proches, qui disent de façon très franche. Et ça, c'était bien expliqué. On n'aura pas le relâchement des otages sans un accord avec le Hamas, et on n'aura pas un accord avec le Hamas sans un cessez-le-feu. Je crois que ça, c'est assez clair pour beaucoup d'Israéliens. Donc, certes, Yair Golan a dit les choses d'une certaine façon, mais cet message à Netanyahou qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui ne sont pas d'accord avec sa politique, ça, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Pour l'instant, on est quand même dans un pays démocratique. M. Netanyahou était élu de façon démocratique. Donc là, il y a un gouvernement qui a décidé d'une certaine politique et ce n'est pas évident de changer justement les cours de Mais Netanyahou est en train de changer la règle. Je pense à la nomination du chef du Shin Bet. Il est en train d'essayer de contrecarrer la procureure générale, d'imposer son choix, avec en plus, peut-être, Ziad, vous avez envie de réagir sur ce point-là, non Non, mais avec en plus un candidat qui, enfin, du propre avis de Benjamin Netanyahou, il le trouvait un petit peu extrême, un peu trop messianique. Et là, on voit à quel point, non seulement il est en train de... Non, ce qui est sûr, c'est qu'on a aussi un Premier ministre qui lutte pour sa survie politique quotidienne. C'est vrai qu'il est élu. Bon, il a une majorité qui est relativement presque confortable à l'aune des élections israéliennes où il y a toujours une ou deux voix de différence. Mais là, l'affaire qui a justifié la chute de l'ancien patron du Shin Bet est quand même très embêtante, puisqu'on parle de corruption d'argent qatari dans le système intérieur au niveau du pouvoir en Israël. Donc c'est quand même très ennuyeux. Et puis je pense aussi que
au-delà de l'aspect personnel de sa survie, plus le procès corruption, plus tout ça, ceci, cela, il est aussi dans cette culture de l'ultra-droite moderne qui consiste à dire bon, finalement, la démocratie, ça peut s'organiser mieux. Quand on a des objectifs d'État, il n'y a qu'à les assumer. Tous ces gauchistes, excusez-moi du terme, nous emmerdent, nous ralentissent. Toute cette presse woke nous ralentit. Et là, il a quand même un allié de poids en ce moment aux États-Unis qui pense un peu comme lui. Il y a d'autres personnalités qui pensent comme lui. Il a fait un voyage très remarqué en Hongrie, où il a été accueilli comme un des penseurs de tout ça. Donc ça, je pense que la démocratie israélienne est menacée aussi par cette pensée qu'on trouve pas uniquement en Israël, qu'on trouve aux États-Unis, qu'on trouve même en France, qu'on trouve en Europe, qu'on trouve en Hongrie, qu'on trouve, on en parlera tout à l'heure, dans certains pays d'Europe de l'Est, d'une espèce de révolution ultra-conservatrice qui va à l'encontre des démocraties libérales telles que nous, on les entend et telles qu'on les a pratiquées toute notre vie. Et ça, ce monde-là est en train de se fragmenter devant nous. Ce à quoi on a assisté, Antoine aussi, c'est cette montée de l'antisémitisme. On voit qu'on le sait, ça fait des décennies que ce conflit israélo-palestinien s'exporte à l'étranger. Il y a 2 diplomates israéliens qui ont été abattus dans les rues de Washington, ce qui fait monter une grande crainte et ce qui sert aussi, du coup, forcément, les arguments de Benyamin Netanyahou sur le plan interne. Oui, c'est assez terrible parce que c'est utilisé encore une fois politiquement et que ces 2 innocents n'avaient rien demandé. L'un des 2 était chrétien d'ailleurs, mais était un amoureux d'Israël, avait servi dans l'armée israélienne. Ils avaient l'intention de se marier. C'était 2 personnes qui n'ont rien fait à personne et qui ne demandaient rien. Et vous avez un fou furieux qui va les tuer au nom de la Palestine et qui fait plus de mal à la cause palestinienne qu'autre chose en faisant ça d'ailleurs. Et évidemment, derrière, vous avez le gouvernement de Benyamin Netanyahou, et sa frange la plus extrême, de toute façon, il n'y a qu'eux qu'on entend, ou alors qu'on relaie, et qui vont dire, bah, vous voyez, vous, la France, le Canada, le Royaume-Uni, bah, vous avez une responsabilité là-dedans. Vous allez devoir rendre des comptes. Il y a le ministre de la Diaspora qui a dit, ces dirigeants-là vont devoir rendre des comptes, parce que concrètement, vous soufflez sur les braises, etc. Donc, appeler un pays, un gouvernement, puisqu'un pays, parce que j'aime bien faire la différence, parce que tous les Israéliens ne sont pas d'accord, et vous l'avez très justement rappelé, il y a un grand nombre de manifestations d'une partie importante de la population. Quand on parle parfois de centaines de milliers de personnes, c'est pas un pays de 70 millions d'habitants. On est à 9 millions, si ma mémoire est bonne. Donc c'est presque 10. Donc c'est important en termes de masse et de durée. Et là, c'est utilisé à des fins finalement électorale pour se cacher, mais c'est une habitude de Benyamin Netanyahou. Finalement, dès qu'on critique une action du gouvernement israélien, il crie à l'antisémitisme. Alors, on ne peut quand même pas accuser ces 3 dirigeants-là d'être antisémites, alors j'ai vraiment loupé quelque chose, ou alors être anti-sioniste, anti-Israël. Et il y a quand même, heureusement, une marge de manœuvre. Et heureusement qu'on peut critiquer les actions d'un gouvernement, notamment quand il fait ce qu'il fait dans la bande de Gaza, sans être anti-israélien. Et d'ailleurs, on a du mal parfois avec ça en France, mais il y a parfois plus d'opposition à la politique de Benyamin Netanyahou en Israël qu'il y en a en France, au Royaume-Uni ou ailleurs. Laure, différents axes, j'imagine, ont inspiré vos dessinateurs. Oui, tous quand même mobilisés sur la tragédie humanitaire à Gaza. Donc, on reçoit énormément de dessins sur le sujet. J'en ai choisi 4. On commence par un dessin du grand dessinateur israélien Kishka, qui a beaucoup de valeur, puisqu'il vient justement de Jérusalem. Il est très éloquent sur le cynisme absolu de Netanyahou, qui a concédé parce que sous pression l'entrée de quelques camions d'aide tout en promettant donc la destruction et la dépopulation de Gaza avec son opération Chariot de Gédéon. Donc on voit l'immensité du char versus la petitesse de l'aide alimentaire. L'ONU parlait d'une goutte d'eau dans l'océan. Ça a d'autant plus de valeur que Michel Kishka vient de Jérusalem, vit là-bas et est israélien. Un autre dessin du dessinateur hollandais Tjeerd Royaerts. Au cynisme de Netanyahou, le dessinateur répond par un dessin extrêmement cynique, où on voit donc l'empereur Netanyahou qui se repaît face au spectacle insoutenable de la famine des Gazaouis. Et ma foi, si vous regardez bien le dessin, le reste de la planète, la communauté internationale, on voit l'ONU, l'Union européenne qui assiste quand même avec une certaine impuissance, il faut bien le dire, que l'on risque de payer très cher un jour. Cet autre
autre dessin du dessinateur canadien Côté, que je trouve qui met presque la chair de poule, qui se passerait presque de commentaires. On l'a dit et très bien dit, le sentiment d'empathie envers les populations civiles de Gaza, elles sont quand même montées de plusieurs crans là, ces derniers jours, tellement c'est insoutenable. Et donc, y compris, on l'a très bien dit, au sein de la population israélienne qui a en grande partie compris depuis longtemps que la survie des otages était évidemment en jeu. Et puis pour terminer, ce dessin qui nous vient des États-Unis du grand dessinateur Cal, je trouve que l'image est bien trouvée. On voit cette offensive terrestre d'Israël qui déclenche une sorte d'effet domino. Hein, on le voit bien ici par ces immeubles qui s'effondrent en chaîne et qui peut finir par détruire sa propre réputation globale. Vous voyez, c'est écrit dans le dernier immeuble qui risque de tomber sur le char israélien. C'était Pierre Aski, votre confrère, qui expliquait très bien cette semaine sur ses chroniques matinales de géopolitique à France Inter à quel point certains Israéliens redoutaient qu'Israël devienne carrément un État paria. Le mot surgit dans le débat. Autre front sur lequel les chancelleries occidentales sont très mobilisées, peut-être davantage, c'est l'Ukraine. Les semaines se succèdent, les initiatives diplomatiques aussi, mais rien ne fait plier Vladimir Poutine. Au contraire, les offensives russes sur le terrain sont de plus en plus meurtrières et touchent principalement des civils. Alors, il y a eu un échange téléphonique infructueux cette semaine entre Vladimir Poutine et Donald Trump sur le plan diplomatique, plus fructueux en revanche, si on en croit le New York Times, sur le plan commercial. Les deux pays veulent travailler ensemble. Ziad, Donald Trump privilégierait-il le terrain commercial au détriment de la diplomatie? C'est pas nouveau, mais là, ça devient peut-être plus clair. Non, c'est un dossier compliqué pour lui. C'est-à-dire que d'une part, il pense globalement que c'est pas une affaire américaine. Que tout ça est une affaire européenne et que, après tout, les Russes ont des très bons arguments. Et je ne sais pas pourquoi on embête les Russes. Enfin voilà, bon, l'Ukraine, oui, bon, c'est sa vision du monde avec des grands acteurs, les super grandes puissances, des gens avec qui il se considère d'égal à égal. Bon, on voit qu'il a de très mauvaises relations, en tous les cas des relations très complexes avec Zelensky, qui sont probablement qui sont aussi liées à la première période de son mandat où il y avait eu les histoires avec le fils Biden, etc. Bon, bref, il y a un contentieux un peu personnel, il y a une vision du monde où je ne vois pas, où en gros, et ces gauchistes d'Européens, je dis beaucoup le mot gauchiste ce soir parce que ça me permet de bien caricaturer, et ces gauchistes d'Européens qui comprennent rien et qui veulent pas payer la facture, et ces Ukrainiens qui pensent qu'ils peuvent défier comme ça l'ordre du monde, moi je pense que je peux faire la paix. Bon, il s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe que ça, et je pense aussi qu'il s'aperçoit où il sait intuitivement que Poutine, c'est un habile joueur d'échecs dans la guerre. C'est-à-dire, il a des forces, il sait, il a de la profondeur, il sait qu'il peut compter sur l'énervement et l'épuisement de Trump et son impatience à obtenir un accord de paix. Lui, il a une vision à long terme, ça fait 25 ans. Il sait aussi que s'il agite la perspective d'un bon deal commercial ou d'un renouveau des échanges avec la Russie, le pétrole, le gaz, tout ce qu'on peut imaginer. Donc Poutine sait tout ça. Le bug dans le système, c'est la résilience ukrainienne et la résilience européenne. Parce que ça, c'est vraiment impressionnant. Les Européens ne se désolidarisent pas, alors qu'on a dit qu'on allait se désolidariser, qu'on n'allait pas payer, qu'on n'allait pas ceci. Ils tiennent le front. Et les Ukrainiens qui sont attaqués tous les jours, bombardés, etc., ils tiennent. Leur système d'énergie qu'on disait foutu il y a 3 semaines, un mois et demi, ça marche de nouveau. La mer Noire, moi c'est un truc, je ne suis pas un spécialiste militaire, mais la mer Noire est contrôlée. Grosso modo, les bateaux russes ne circulent pas en mer Noire de manière totalement libre, alors qu'on pourrait penser que c'est la superpuissance. Donc ça, c'est les bugs dans le système. Et Donald Trump n'aime pas les bugs, veut des deals qui vont assez vite, qui se signent, on passe à autre chose, et j'aurai un prix Nobel de la paix et je vais gagner de l'argent. Ben non, on l'a dit souvent ici, le monde est plus compliqué que ce que pense Donald Trump. Vous pensez, Rina, qu'il va lâcher Donald Trump, qui va arrêter cette médiation, qu'il n'a pas envie de s'embourber dans ce dossier ? Disons, cette solidarité qui a été évoquée, c'est très intéressant parce que je pense que c'est une épée à double tranchant, je ne sais pas si on peut le dire aussi en français, et parce que d'un côté aussi, ça sert ce que Trump veut. En fait, il ne veut pas payer la note. Donc, si les Européens ils se mettent d'accord à se payer,
tant mieux de son côté. Lui, il va lâcher l'affaire parce que lui, il ne veut pas mettre son argent ni sur l'Ukraine, ni sur l'OTAN, ni en Europe, ni nulle part à part chez lui, aux États-Unis. Et donc ça, certes, je crois que les Européens n'ont pas le choix. Que se serrer les coudes. Mais il y a un risque. Et là-bas aussi, on a vu cette semaine comment les Européens, ils ont espéré, ils ont essayé de toutes leurs forces de souder les coudes, justement avec les Américains, que les Américains sont dedans pour mettre en place des sanctions contre les Russes. Et ça n'a pas vraiment marché. Et on sait, tout le monde, ici à Paris, à Bruxelles, à Berlin, que si les sanctions ne sont pas appuyées aussi côté Washington, ça ne va jamais marcher. Et pour l'instant, Trump s'est dit, oui, je suis encore côté ukrainien, mais les sanctions, je ne suis pas tout à fait sûre. Je crois, comme c'était bien dit tout à l'heure aussi, qu'il apprécie le président Poutine, parce que lui, il cherche toujours les gagnants. Et dans cette histoire, l'homme fort, l'homme qui se montre stratégique et qui connaît ses démarches, qui a tout planifié depuis des années, et c'est M. Poutine, ça l'impressionne peut-être, donc il s'arrange plutôt de son côté. Effectivement, on voit, Antoine, Donald Trump qui a du mal à pousser ses arguments, Vladimir Poutine qui reprend la main, là il va dicter ses conditions après cet échange de prisonniers ce soir. Les histoires de sanctions, on se demande si elles vont être mises en place. Les sénateurs américains sont prêts à mettre des sanctions, mais ils attendent le feu vert de la Maison-Blanche. C'est Vladimir Poutine qui a la main pour l'instant. C'est le maître des horloges, ça c'est certain. Maintenant qu'il impose ses conditions, là il a dit qu'ils allaient le faire à l'écrit, parce qu'après la dernière réunion, qui était donc la première depuis 3 ans, négociation directe entre Ukrainiens et Russes, ils ont dit oui, mais il faut que chacun mette ses conditions par écrit, comme si ça changeait quelque chose qu'on ne connaissait pas et qu'ils venaient pas de se parler pendant des heures autour d'une même table. Bref, donc là ils ont dit qu'ils allaient le faire après, en effet, la libération. Il y a déjà 390, si je dis pas de bêtises, prisonniers qui ont été libérés sur les 1000 dans l'ensemble. Ce qui est compris dans l'accord, donc les autres doivent être dans les jours qui viennent. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle, après tout, de voir des gens libérés. Maintenant, pour aller plus loin, c'est compliqué. Et il dicte ses conditions, oui, depuis le début. Et en fait, vous avez toujours Trump qui dit « Allez, attention, il faut faire ça ». Il ne le fait pas, tout en disant « Je vais le faire ». Et ça recommence et on a les mêmes demandes. Il a fait une demande, il y a quand même, ça doit faire 2 mois maintenant, d'un cessez-le-feu unilatéral, enfin unilatéral, donc on ne trompe pas à chaque fois, un cessez-le-feu sans condition, inconditionnelle, de 30 jours des deux côtés. Les Russes ont dit bien sûr, avec plaisir. Ah, par contre, il faut qu'il n'y ait plus une seule arme qui arrive en Ukraine. Il faut qu'on ait une assurance ad vitam aeternam qu'il n'entre jamais dans l'OTAN, etc., etc., etc. Si possible, que les nazis au pouvoir, autrement dit Zelensky, s'en aillent. Bref, pour 30 jours. Hein. Donc imaginez lors de négociations pour un cessez-le-feu durable. Et tout ça pour montrer que certes, les Ukrainiens ont dit d'accord, on y va. Certes, il a été prouvé que les Russes, eux, n'acceptaient pas, mais Trump n'a jamais tapé du poing sur la table. Il a attendu. Il y a eu une deuxième fois cette nouvelle demande avec les Européens qui sont allés à Kiev, qui avaient Donald Trump au téléphone, ils lui parlaient sur haut-parleur pour bien l'accompagner en effet, pour essayer parce que comme vous le disiez très justement, s'il n'est pas derrière pour les sanctions européennes, elles ne vont pas peser bien lourd. Et encore une fois, ça ne suit pas. Et même là, quand il voulait que Poutine ou au moins son ministre aille à Istanbul, ça n'a pas été le cas non plus. Et il est bien embêté parce que Trump, comme d'habitude, il est un peu fort avec ceux qui sont en position un peu difficile ou de faiblesse. Et avec Poutine, il n'a qu'une envie, c'est d'avoir un accord diplomatique et économique. Et d'ailleurs, la toute première discussion qu'il y a eu entre Poutine et Trump après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier, ils ont parlé pendant 3 heures et ils n'ont quasiment pas parlé d'Ukraine, ils ont parlé que des relations bilatérales et économiques. Dur avec les faibles, Trump doux avec Vladimir Poutine. Laure, ça donne quoi en termes de dessin ? Ça pourrait donner un dessin. Bah oui, je suis très très mauvaise. Vous voulez pas me demander de dessiner un bonhomme, c'est catastrophique. Je ne vous demande rien, rassurez-vous. Je vais vous montrer 4 dessins, à commencer par un dessin de notre grand dessinateur ukrainien Kazanevski, qu'on connaît bien ici. On a parlé de cet appel téléphonique de 2 heures, je crois, qui n'a rien donné, blablabla. Vous
vous aurez reconnu les personnages. C'est un dessin un peu désabusé, j'ai envie de dire, qui dit à quel point, finalement, les Ukrainiens ont bien compris qu'il ne fallait pas attendre grand-chose de Trump, qui, pour l'instant, fait plutôt le jeu de Moscou. Un autre dessin du dessinateur nicaraguayen Molina, c'est la synthèse parfaite, quand on pense que le candidat Trump se vantait de régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Voilà, on a toujours on a la cravate rouge à la place des aiguilles. C'est pas lui de mettre des horloges, manifestement, là, en ce moment. On a aussi un autre dessin de la dessinatrice allemande Miriam Wöster. Même si le Kremlin a fait semblant de donner des gages pour des pourparlers à un moment donné, c'est de la poudre aux yeux. Et on voit que pendant ce temps-là, sur la ligne de front, les soldats se disent Poutine poursuit le dialogue avec l'Ukraine. En fait, le dialogue avec l'Ukraine, c'est pas des mots, c'est des obus qui tombent. Tu parles d'un dialogue, comme dirait l'autre. Et puis, pour terminer, un dessin de Mikaya, un dessinateur français, parce qu'il a été à un moment donné évoqué qu'on avance au Vatican. Le Saint-Siège a, semble-t-il, proposé... en gros, il ne reste plus presque à s'en remettre au nouveau pape fraîchement élu. C'est un petit peu ce que dit le dessinateur, qui pourrait être mis à contribution pour la médiation. Volodymyr Zelensky rencontre le pape Léon XIV. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de miracle. Et oui, voilà. Il faudrait que ce soit... De toute façon, déjà, les Russes ont annoncé qu'il est hors de question que les orthodoxes négocient au Vatican. Donc, oui, c'est pas du goût de tout le monde. Non. George Simeon, en Roumanie, n'accepte toujours pas la victoire de son adversaire, le libéral Nicușor Dan, à la présidentielle. Il a dénoncé un coup d'État après le rejet de la Cour constitutionnelle de son recours. Cette séquence électorale fragilise-t-elle la démocratie? Elle aura en tous les cas mis en lumière la place des réseaux sociaux et les risques d'ingérence. Je vous propose d'écouter les deux derniers finalistes de ce second tour s'exprimer à l'issue du vote. La Roumanie est un État démocratique. Il y a des partis politiques qui cherchent le scandale. Je pense que petit à petit, les gens comprendront tout cela. La Roumanie est une démocratie. La Cour continue son coup d'État. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous battre. Je vous invite à vous joindre à moi aujourd'hui et dans les semaines à venir. Antoine, c'est une incroyable remontada de la part de Nicușor Dan, qui peut du coup effectivement interpeller son adversaire, George Simeon, légitimement. C'est une remontada. Je vois la fan de foot qui est en vous, qui s'exprime ce soir, à ma grande surprise d'ailleurs. Oui, évidemment. Alors il y a eu finalement une espèce de sursaut démocratique, de crainte. Parfois il y a des gens qui se mobilisent quand il y a une possibilité de voir un extrême arriver au pouvoir. Et ça a été manifestement le cas en Roumanie. Alors évidemment, George Simeon, qui a d'abord le soir des élections du second tour dit qu'il avait gagné, qu'il ne reconnaissait pas sa défaite. Il a fini face à l'ampleur de la défaite de dire l'ampleur, il n'y avait pas 15% d'écart, mais c'était suffisamment net pour dire je reconnais ma défaite, pour finalement redire quelques jours après je ne la reconnais pas, il y a eu des fraudes, et donc s'en référer à la Cour suprême qui a rejeté son recours, qui a donc confirmé l'élection du pro-européen à la présidence de la Roumanie. Il affirme, George Simeon, qu'il a des preuves irréfutables d'ingérence, notamment française. Si c'est le cas, très bien, on les attend et on ne demande qu'à les voir et à juger sur pièce. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et on voit mal, en tout cas ça aurait été une grande première, les services français allaient truquer les élections en Roumanie et sur TikTok, comme ça a pu être le cas il y a quelques mois. En tous les cas, on parle, Rina, d'un pays européen. C'est pour ça que cette élection et celle de la Pologne, d'ailleurs second tour la semaine prochaine, est scrutée avec autant d'attention. Un pays européen qui pèse dans l'implication dans le conflit ukrainien, avec un soutien à l'Ukraine. Donc là, on a un candidat, un nouveau président qui soutient en principe cette politique européenne pour l'Ukraine. Mais il y a toute cette séquence depuis l'hiver dernier qui interroge et dont on se dit qu'elle fragilise la démocratie roumaine. Oui, tout à fait. Mais là, chapeau d'abord aux Roumains parce qu'ils sont arrivés en masse pour voter. Donc, il y avait, je crois, autour de 64% des électeurs. C'est des chiffres extrêmement honorables qui montrent en fait qu'il y a une vraie volonté en Roumanie, même si on n'était peut-être pas tout à fait conscient, on n'y croyait pas dans ces dernières semaines, que vraiment les gens vont se montrer, vont dire mais on veut pas cette dérive vers l'extrême droite, on veut pas cette dérive vers le populisme. Et aussi les résultats sont très parlants parce que même
même si elle est contestée d'une certaine façon, les chiffres sont là. Donc on a d'un côté 54% vers 48%. C'est beaucoup de monde. Ce n'est pas une ou deux personnes. Donc d'abord, je vois mal comment on peut se dire que c'est les Français ou quelqu'un d'autre qui a manipulé, parce que quand même on parle de centaines de milliers de personnes, des électeurs. Ce n'est pas si facile que ça de manipuler tant de personnes. Et aussi, comme vous l'avez dit, c'est des élections qui pèsent non seulement sur l'essor de la Roumanie, mais aussi d'une certaine façon sur l'essor de l'Ukraine et de la guerre. Et tous ces camps pro-européens dans l'Union européenne qui veut justement arrêter la guerre en Ukraine, qui veut cette solidarité dont on a parlé tout à l'heure face aux Américains, face aux Russes, et bien sûr. Et donc là, encore chapeau aux Roumains pour porter ces valeurs de libéralisme, de la démocratie et de montrer qu'un tel grand pays, quand même, va pas se laisser faire. Ziad, on a cru qu'on allait assister à un vent de dégagisme, en fait, avec notamment ces candidats qui sont fans, qui le disaient, de Donald Trump, Simeon, avant lui Georgescu, en Pologne aussi, Duda, c'est quand même très proche de l'idéologie trumpienne ou trumpiste, je ne sais pas ce qu'on dit. En tous les cas, cette internationale trumpiste, on voit que finalement, elle a du mal à s'implanter en Europe de l'Est, alors qu'on a l'impression qu'elle serait peut-être assez puissante. Non, on a du mal, en même temps, on n'est pas passé loin. Je veux dire, c'est quand même très spectaculaire. Et après, je ne sais pas, on a un peu tendance, c'est un peu comme quand on parle de l'Afrique, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Est. Je pense que chaque pays a vraiment une spécificité. En Roumanie, d'abord, il y a quand même un échec de développement. Donc c'est un pays qui est resté pauvre, malgré le fait qu'il soit rentré dans l'Union européenne, qui bénéficie de tout un écosystème, etc. C'est un des échecs de l'Union, avec une population qui a un niveau de vie un des plus faibles de l'Union, avec une population rurale désabusée, qui voit des élites, excusez-moi, s'engraisser. Ouais, voilà, se baffrer à Bucarest, vivre bien, etc. Qui voit aussi une ville comme Bucarest qui, elle, s'est européanisée et tout le reste est en marge. Donc, et ces mouvements-là ne sont plus captés par les anciens partis communistes, ils ne sont plus captés par les partis de gauche, ils ne sont pas captés. Et donc, qui vient en leur expliquant que le monde est merveilleux et que Trump est merveilleux, etc. C'est la droite populaire, les algorithmes, plus les Russes qui veulent bien mettre le feu là où ils sont. Et donc, ça fonctionne assez bien. En Pologne, c'est pas aussi simple. En Pologne, il y a un succès économique. Il y a un pays qui est passé d'une économie post-communiste à une économie presque libérale, qui est en train de construire une armée, qui prend un soft power. On va à Varsovie. Enfin, c'est pas un pays qui est délabré. Mais là, il y a une vraie discussion civilisationnelle entre une forme de culture, j'allais dire, très ancrée sur elle-même, chrétienne, conservatrice, les étrangers, très rurale, etc. Et c'est un peu différent. Donc, on pourrait parler de la Slovaquie, on pourrait parler de tous ces pays qui sont dans cette situation intermédiaire. Mais le fond de tout ça, c'est qu'on n'arrive pas à proposer un modèle libéral européen, enfin, ouvert, démocratique, qui attire, qui fédère, qui emballe. Qu'est-ce qu'on a pour emballer le monde en ce moment? On n'a rien. On a des discours un peu à l'eau tiède. Voilà, comment mobiliser ces forces de progrès, ce que moi j'appelle le progrès, mais si je parle à quelqu'un d'autre camp, il va dire que je suis un wokiste arriéré, mais moi je parle de progrès. Gauchiste peut-être. On n'a pas de discours, on n'a pas de projet. Face à Trump, on n'a rien à dire. On est en train de se battre aujourd'hui parce qu'il a dit 50% de douane. 50% de douane, c'est l'émeute, il faut qu'on se réveille. Mais c'est quoi le discours? On ne se réunit que quand il y a une attaque, en somme. C'est quoi le discours de fond? Et du coup, d'où le danger, effectivement, des algorithmes dont je parlais, mais qui réellement sont capables d'agréger toute cette population qui ne se reconnaît pas dans les médias, notamment. Oui, pour rebondir sur ce que dit très justement Ziad, je trouve que les Européens et les côtés pro-européens sont en train d'essayer de sauver les meubles, finalement. On est toujours à se dire, tiens, il faut qu'il y ait une mobilisation de dernière minute, et en effet, les Roumains l'ont fait de manière assez incroyable pour empêcher l'extrême droite, même en France. Regardons aujourd'hui, quelle candidate est assurée d'être au second tour depuis je ne sais plus
combien d'élections présidentielles, c'est celle de l'extrême droite. C'est pas le parti de gauche ou le parti de droite qu'on pourrait qualifier de raisonnable d'un côté comme de l'autre. La présidentielle en Pologne, certes, le pro-européen est en tête, mais quand on fait le cumul des voix, la droite dure et l'extrême droite sont en avance. Et d'ailleurs, il y a 2 candidats qui travaillent maintenant ensemble, d'extrême droite. Donc, il y a un vrai danger que côté Pologne, ce soit aussi sur l'extrême droite et que ce ne soit pas comme en Roumanie où il y a une espèce de sursaut de dernière minute. Donc, il y a cette tendance qui gagne l'ensemble du pays, pas que. On voit bien que les États-Unis et autres, Israël aussi, malheureusement. Il faut quand même se rappeler qu'il y a quelques années, Benjamin Netanyahu faisait des coalitions avec les travaillistes, par exemple. Et travailler avec Ehud Barak au gouvernement ou autre. Aujourd'hui, il a dans son gouvernement des partis qui étaient, il n'y a pas si longtemps, interdits en Israël et qui ont des propos absolument dingues. Et l'extrême droite, là, n'est pas l'extrême droite qu'on a en France. C'est l'extrême droite. Et je parle sous votre contrôle, mais pour les avoir beaucoup vus et côtoyés, c'est pas la même chose. Donc il y a cette tendance, et en effet, il y a assez peu de contre-offres finalement, que ce soit aux États-Unis avec les démocrates, que ce soit en Israël où l'opposition a toujours du mal un petit peu à exister et que pendant un temps les principaux opposants sont partis faire autre chose à chaque fois, ou que ce soit en Europe où on voit bien que ça a du mal à prendre un petit peu. Non, il y a un petit point aussi, c'est que ces pays se vident de leur jeunesse. Ça, c'est un point qu'on sous-estime. Roumanie, ils partent. Hongrie, ils partent. Ils vont en Europe, l'autre Europe, celle qui est riche, celle qui... etc. Et donc, il y a cette espèce de dévitalisation aussi qui les angoisse et qui les stresse. Des langues qui sont des petites langues, qui sont en train d'être absorbées par l'anglais. Et tout ça, ça fait un énorme malaise, mais auquel on, à part leur dire l'Europe, c'est génial, allez, soyez européens, on ne répond pas à ces malaises. Ils ont besoin d'un projet pour revenir et retourner chez eux. Laure? 3 dessins pour terminer sur la Roumanie. Un premier dessin de dilemme qu'on ne présente plus, qui est invariablement drôle, comme à son habitude, et qu'on va voir à l'écran. Voilà. Roumanie, le candidat nationaliste demande l'annulation de la présidentielle. Et on voit Simeone qui dit « Il y a eu des ingérences étrangères » et tout le monde aura reconnu donc, sur son bureau les photos de sa famille politique chérie, Poutine et Trump. Oui, il se dit ça a marché une fois avec l'annulation de la présidentielle, donc pour ingérence russe avérée, n'est-ce pas, je précise. Pourquoi pas 2? Il tente sa chance. Et puis cet autre dessin du dessinateur français Rodot, que j'aime aussi beaucoup, qui est très bien trouvé, si on arrive à le voir à l'écran. Vous pouvez le détailler déjà. Voilà, ça y est, il arrive. Le voilà. Un pro-européen élu président de Roumanie, l'opposition conteste et on voit ce monsieur là, la tablée qui dit « Trouvez-moi qui a influencé cette élection ». Et puis l'autre qui répond a priori c'est le peuple roumain, donc justement sur la paranoïa autour de ces manipulations, de cette désinformation du camp populiste. On a ce dessin qui est très, très bien trouvé. Ça tombe bien d'ailleurs puisque la Cour constitutionnelle a rejeté le recours du candidat, on l'a dit. Et puis pour terminer, un dessin qui nous vient d'Ukraine justement, c'était important de terminer par ce dessin de Dubovski et que j'aime beaucoup parce qu'il laisse l'interprétation un peu libre et ouverte. Je vous livre quand même la mienne au passage. C'est une façon, on voit que les Roumains ont été d'une certaine façon, c'est un hommage aux Roumains, ils ont été à la hauteur, ils connaissent assez bien leurs appuis. Vous aurez donc, vous verrez, vous voyez le drapeau roumain et le drapeau européen, même si l'Europe n'a pas grand-chose à offrir, elle les tient debout. Et pour finir quand même, il y a l'idée que l'équilibre est assez précaire et que donc la démocratie, elle n'est jamais acquise. Et qu'ils prennent des risques. Et prennent des risques. Merci beaucoup, Laure. Avant de nous quitter, je voudrais vous rappeler que 2 Français sont toujours détenus en Iran dans des conditions très difficiles dans la prison d'Evin. Il s'agit de Jacques Paris et de Cécile Kohler. Le couple avait été arrêté sur le chemin de l'aéroport il y a plus de 3 ans au terme d'un voyage touristique. Je vous rappelle qu'ils sont accusés d'espionnage et que la France se mobilise pour obtenir leur libération. Je vous remercie à tous. Laure, Rina, Mathieu, non je plaisante, Antoine, j'ai fait exprès. Et plaisir, Jacqueline. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau pour une semaine dans le monde. Ça retrouvé sur les réseaux sociaux, sur le site internet évidemment. Restez avec nous.